Vous vous demandez peut-être comment j'ai atterri à l'université de Nanterre, qui s'appelait pas Paris 10, je crois au début, mais en tout cas, Paris 10 Nanterre. La raison immédiate, c'est que j'habitais les beaux quartiers de Paris, mais ne vous serez pas surpris, dans une chambre de bonne, dans le 16e arrondissement. Et l'université Paris 10 était réservée en 66 à tous les gens qui habitaient l'ouest de Paris, tandis que la Sorbonne était réservée à ceux qui habitaient le reste de Paris. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à Paris 10. Alors, tout ça provient je ne suis pas de Paris, originairement. Je suis de Vierzon-Bourges, le coin de Vierzon et de Bourges. Et comment je suis arrivé dans le 16e arrondissement? Ah, quand je suis allé au lycée, j'ai dû faire mes 2 premières années, 11 ans et 12 ans, au lycée de Vierzon, qui était un genre de lycée général comme un secondaire on a ici au Québec, avec toutes les matières habituelles. Et on m'a envoyé ensuite à 12 ans, 14 ans, on m'a envoyé à un lycée technique à Orléans, lycée Benjamin Franklin, en internat. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça me coupait de mon milieu. Il y avait des gens qui venaient d'horizons très très différents, des fermiers, des fils de fermiers, parce qu'il n'y avait pas de filles. Hein. Je crois que toute ma scolarité primaire et secondaire, il y avait encore la division entre les écoles de filles et les écoles de garçons. Oui, absolument, le secondaire, pareil. Et donc, beaucoup de fils de gros fermiers de la Beauce, qui étaient très riches, mais surtout une atmosphère, quand vous avez 16 ans, 17 ans, extraordinaire entre tous ces jeunes gens qui dorment dans le même dortoir de 80 lits. C'était énorme. Ça ressemblait plus à une caserne militaire qu'autre chose. Je me demande d'ailleurs si ça n'a pas été une caserne auparavant. Très bon programme. Pas tellement le choix d'étudier parce que il y avait des récréations, des périodes de repos, mais je crois que la plus longue durait 1 heure. Après manger le soir, il fallait retourner en études et soit rien faire, mais il n'y avait pas tellement le choix en fait. Finalement, on était obligé de s'intéresser à quelque chose. Et je lisais de la poésie, je me suis fait voler par le censeur, on avait un censeur, mon livre de poèmes de Rimbaud, que c'était pas un livre à lire en études, qu'il y avait des devoirs à faire avant. C'était assez grave. Et finalement, je ne sais plus si c'est vers 16 ans, j'ai été mis à la porte. Je ne sais plus pour quelle imbécilité j'ai fait, mais ce n'était pas la première. Hein. Je crois que je l'ai mérité. J'ai été mis à la porte, et là, la bourse que j'avais pour aller à... Parce qu'en France, il y a des bourses pour les études secondaires, quand la famille n'a pas beaucoup de moyens. Et c'est en fonction des revenus de la famille, et non pas des résultats scolaires. Et j'ai été mis à la porte, il a fallu que je travaille, je n'avais pas envie de retourner chez moi. Et je me suis trouvé un travail de surveillante de dortoir dans une école pour jeunes agriculteurs à Orléans, où j'ai dû travailler 1 an ou 2, peut-être, 1 an. Et j'avais envie d'aller à Paris. Oui, ça doit être à peu près ça. Et là, j'ai voulu finir mon secondaire. Et en France, il y avait ce luxe de pouvoir le faire par correspondance. Ça s'appelait à l'époque le Centre national de téléenseignement. Certains des cours étaient reproduits sur la télé en dehors des heures normales de télé.
Et les cours étaient extrêmement bien préparés. On avait les mêmes manuels que dans le lycée où j'étais, par exemple. Sauf que là, je faisais plus de technologie ni d'atelier. J'ai fait de l'atelier. Je sais me servir d'un tour, je sais me servir d'un étolimeur, je sais me servir d'une lime, et même la faire au millimètre complètement plate. On en a fait des heures comme ça. Mais ça sert toujours. Mais j'ai fini le secondaire en prenant le bac philo. Je pense que j'ai commencé donc peut-être 3 ans par correspondance quand j'habitais à Paris. Alors je travaillais 8 heures par jour, 5 ou 6 jours par semaine peut-être, et j'étudiais le soir chez moi, aussi bien que je pouvais. J'ai eu une mention assez bien, c'était pas extraordinaire, mais c'était pas si mal étant donné le peu de temps que j'avais. Et Paris est très cher, même à l'époque c'était très cher, par rapport aux revenus qu'on pouvait avoir comme jeune. Alors j'ai fait des tas de boulots drôles. J'ai vendu harakiri dans la rue. Euh, j'ai travaillé comme... ça payait très très bien. Je crois que le boulot qui m'a le plus payé de ma vie, c'était chasseur au Georges V, qui est un des grands hôtels. Les pourboires étaient tels que ça décuplait mon salaire. Le salaire, c'était le salaire minimum, mais les pourboires, c'était absolument incroyable. Et on apprend des tas de choses. Comment trouver un médicament qui est interdit en France pour un client qui vient du Pérou et qui prend ce médicament-là, qui est fait avec des hormones animales à l'époque, et de trouver un pharmacien qui va être capable de les faire. Et là, si on trouve, le pourboire, il est extraordinaire. Monsieur Dow de Dow Chemical, avec sa famille, prend tout un étage du Ritz, pas du Ritz, oui, du Ritz à cette époque-là, et veut 5 billets d'opéra. Il n'y a pas une place. Le concierge m'envoie sur le parvis de l'Opéra de Paris, j'ai 17 ans à l'époque. Tu me trouves 5 places, hein. Monsieur Dao, si je ne lui trouve pas les 5 places, moi je suis dans la merde. Et je lui dis, mais comment je fais? Mais tu les rachètes aux gens, tu offres n'importe quoi, tiens. Et il me donne une liasse de billets, et tu augmentes le prix au fur et à mesure s'ils ne veulent pas. Et j'ai réussi à trouver 5 billets. Et là, le pourboire, pareil, c'était énorme. Et après ça, j'ai conservé ce boulot-là. En 3 mois, je gagnais assez pour me payer le reste de l'année. Et je suis rentré donc en 66 à Nanterre. Et ça doit être peut-être l'été 66 de la dernière année où j'ai travaillé. Mais c'était assez pour payer, sans avoir de bourse, payer toutes mes études. Et peut-être aussi pour la fin du secondaire, je ne me souviens plus. Non, je crois que j'ai pris d'autres boulots. J'ai travaillé comme comment on appelle ça, quelqu'un qui fait des photocopies, garçon de bureau, j'imagine, pour Shell France, pendant peut-être 1 an. On fait des tas de jobs comme ça, à droite, à gauche, moi comme font les étudiants là, maintenant. Mais sauf que c'était plus tôt, c'était pour le secondaire, pour finir le secondaire. Et donc, ayant fini le secondaire domicilié dans l'ouest de Paris, j'ai été obligé d'aller à Nanterre. Mais je n'ai pas regretté, c'était très bien. Comme j'ai dit, c'était une époque où les jeunes stars intellectuelles étaient toutes à Nanterre, presque. Et après mai 68, elles se sont fait engager à l'école des hautes études en sciences sociales, sur la rue de Rennes. Rue de Rennes, je pense, à l'époque, c'était ouais. Alors, voilà. Alors maintenant, avant ça, expérience pratique, j'en ai, mais ça a été, d'ailleurs, c'est très bien, parce que pour le terrain, ça a été très important de savoir se débrouiller, quand j'avais 14 ans, j'ai travaillé pour l'été, là j'allais au secondaire normal, je travaillais l'été, les moissons. À l'époque, il n'y avait pas de ce qu'on appelle aujourd'hui un combine, il n'y avait pas de machine qui battait le blé et qui le mettait en sac et qui mettait la paille en cubes, etc. Donc c'était des gerbes, les machines coupaient le blé en gerbes, ficelaient la gerbe avec un fil de fer, et ça, c'était transporté par un tracteur jusqu'à la ferme. À la ferme, il y avait
batteuse. On fournissait à la machine les bottes d'épis de blé. Elle les secouait comme ça, les grains tombaient, la paille était rejetée de côté. Il y avait un gros sac qu'il fallait attendre. Et je crois que ça allait à 80 kilos, les sacs. Et bon, j'étais pas très costaud à l'époque. Et je crois pas que je pourrais le faire aujourd'hui. En tout cas, il fallait monter les sacs sur une échelle dans le grenier. Et 80 kilos, je pouvais pas. Alors, ils m'ont mis à la réception des sacs. J'ai fait ça peut-être 2 étés comme ça. Mais alors, c'était intéressant parce que il fallait aller se louer. Il y avait une foire, plus personne ne sait ce que c'est qu'une louée. Il y a une foire où il y avait tous les paysans dans des petites villes de rien du tout. Là, je ne me souviens plus des noms, Lantenay ou des choses comme ça. Et tu te présentais physiquement et tu disais « je voudrais t'engager pour l'été ». Ils te regardaient. Ok, d'accord. Ils te prenaient. Alors la paye, c'était vraiment pas grand-chose. Hein. C'était prendre le salaire minimum ou peut-être un peu plus. Mais, surprise, quand j'étais beaucoup plus vieux, mon frère me dit « mais tu devrais avoir une pension en France. Tu as travaillé ?» Je lui dis « ouais, bah, tu parles. Je travaillais dans des fermes, quelques boulots à Paris. Je dois pas avoir grand-chose. » Il me dit « on va aller voir. » On va voir, et grâce aux ordinateurs, ils m'ont retracé complètement. Les fermiers avaient payé ma cotisation pour une retraite en France. Et ce qui fait que j'ai une pension agricole en France maintenant de 35 € par mois à peu près. Je ne sais pas ce que ça peut acheter, mais pas grand-chose. Mais j'en ai une. Alors, et puis avec le collège agricole, ça fait un peu plus, là, ça va faire 100 € par mois à peu près. Et le parcours, je ne le regrette pas. Hein. Il y a des gens qui vont dire « ouais, mais c'était dur d'étudier dans des conditions pareilles. » Non, moi j'ai toujours trouvé normal. Je suis né en fait dans un tout petit village qui s'appelle Vignoux-sur-Barangeon, entre Bourges et Vierzon à peu près. Plus petit que Mehun-sur-Yèvre, où il y a l'ancien château de Charles VII, bien connu pour la guerre des 100 ans, de 100 ans. Et dans une famille, c'était la fin de la guerre, née en 1946. Enfin, la guerre était finie, mais il y avait encore des restrictions alimentaires et tout. Et mon père était manœuvre à la SNCF, les chemins de fer français. Ma mère était femme au foyer. A eu 4 enfants à 1 an d'écart, 1 an 2 mois, 1 an 3 mois, à peu près. Donc c'était assez pour l'occuper. Et on vivait dans une toute petite maison que j'ai revue récemment, à Lormalieu. Un orme qui avait poussé là sous Napoléon, à 1 lieue. Ah oui, c'est ça, 1 lieue de la ville de Vierzon. Oui, c'est 4 km 1 lieue, 4 km 400, quelque chose comme ça. Je viens de vérifier ça. Je suis en train de lire du Victor Hugo en ce moment. Il parle de lieu, je suis allé vérifier, je ne voyais pas ce que ça pouvait être. Et donc, une chambre pour les parents, une chambre pour les 4 enfants, une cuisine, une salle à manger, avec une cheminée. Mais pareil, qu'est-ce qu'on a pu rigoler, 4 enfants dans une chambre, ça rigole beaucoup le soir. Donc les parents, c'est pas fini, il faut dormir, il y a de l'école demain, etc. Et donc, moi je dis, non, je suis sûr que c'était mieux que finalement dans un château où chacun a eu sa petite chambre glacée, froide, où il n'y a personne. Donc ça a été une enfance assez heureuse, à se promener dans les champs, à explorer la forêt, à s'y perdre. Avec mes frères, on a failli faire flamber une forêt entière. On avait allumé un beau feu, mais il y a notre ennemi qui était plus âgé que nous, qui nous a vus et qui nous a dénoncés à la police. Ce qui fait que les 4 petits gros ont été alignés dans la cour de l'école le lundi matin, avec tout le monde de toutes les classes qui est sorti, un gros sermon de la part de la police et du principal de l'école sur le danger d'allumer des feux en forêt.
Mais bon, c'était des bonnes rigolades. Alors après, à 11 ans, j'ai déménagé à Vierzon même. Mon père avait changé de métier. Il n'était plus manœuvre, il avait décidé c'est-à-dire on lui avait offert de prendre des cours payés, c'est-à-dire la promotion sociale, ça existait à cette époque-là, pour devenir conducteur de locomotive à vapeur. Ce qui est un long apprentissage. Surtout qu'il avait une formation d'ébéniste, mais qu'il n'a jamais utilisée parce qu'il n'y avait plus de boulot après la guerre du tout, de faire des meubles fancy et compliqués. Il n'y a personne qui achetait. Donc il était devenu manœuvre, comme bien d'autres changent de métier. Mais dans un organisme assez grand comme les chemins de fer français, il y avait une possibilité de promotion sociale. Et ils lui ont payé, si je me souviens bien, 1 an et demi de cours. C'est-à-dire, il continuait de recevoir son salaire entier. Et pendant ce temps-là, il apprenait à devenir spécialiste des machines à vapeur. Et entre parenthèses, pour le Canada, il m'a dit, c'est les meilleures machines qu'on avait. Je me demande si c'est pas Bombardier qui les faisait à l'époque. Ou peut-être une autre compagnie, je ne sais pas. Et donc là, peut-être il avait plus d'argent, il y avait des prêts à très bas taux, à 2%. Il a acheté un terrain et fait construire une maison dans Vierzon. Et bah, là, c'était chacun des enfants avait sa propre chambre. Bon, il était peut-être temps, tu me diras, on avait 11 ans ou 12 ans. Et eux, ils avaient leur chambre. Le quartier était très agréable. Je suis arrivé à 11 ans, oui, après, je suis parti 2 ans plus tard à Orléans, et ça a fait comme une coupure, quoi. Mais j'ai gardé l'amour des discussions et des débats qui avaient lieu chez des gens qui n'avaient pas d'éducation. Comme ma mère a arrêté l'école à 11 ans, je pense, pour travailler comme petite bonne dans un hôtel. Mon père a 12 ans pour devenir apprenti ébéniste. Et donc, mais il avait des livres, quelques livres. Lui, il avait quelques livres. Ma mère, rien du tout. Mais son père était déjà un ouvrier qui travaillait sur des locomotives pour la SNCF, donc après la Première Guerre mondiale. Donc il y a peut-être plus de moyens financiers que du côté de ma mère. Mais les discussions, c'était quelque chose. Hein. Alors, j'ai pas dit, mais tous les deux étaient à demi engagés dans le Parti communiste français durant la Seconde Guerre mondiale et sont restés communistes sans être membres du parti forcément, en lisant le journal L'Humanité tous les dimanches. C'est le seul journal qu'on avait. En étant anti-curé ouvertement. Donc il y avait toute une éducation là qui se faisait et qui était quand même assez critique. Et ça, on ne voit pas ça en Amérique du Nord du tout, des parents qui poussent leurs enfants à critiquer la société. C'est plutôt acceptation ici. Croire qu'il doit y avoir des exceptions aussi. Hein. Par contre, oui, aussi ce que ça donne, c'est que pour faire un terrain, il y a beaucoup de choses que je sais faire qui sont minimales au point de vue pratique, réparer un moteur, ayant eu des mobylettes, des choses comme ça, on en fait tous un peu, tricoter, faire de la couture, tous les trucs, avec 4 enfants, il fallait recoudre ses boutons soi-même. Hein. Donc c'était pas trop compliqué et de me retrouver aussi. Non, ce qui m'a plu, c'était de me retrouver avec des gens qui n'ont pas d'éducation formelle, qui ont une éducation traditionnelle, mais qui ont vraiment une éducation. Dépendant, d'ailleurs, certains réussissent mieux que d'autres, et d'autres moins bien que d'autres. Et ça m'a aidé énormément, parce que quand, par exemple, je devais... Oui, sur le camp de pêche où Bernard Arcan a été, j'y ai passé quand même moi-même 2 ou 3 étés peut-être. Il fallait aller chercher les saumons. C'est des gros trucs comme ça. C'est le King Salmon. Et il y en a 45, 50 dans un filet. Ils sont
au moins les 3/4 sont encore très vivants. Il faut les tuer avec un coup de massue sur la tête, les démêler du filet, les ramener. Et là, c'est le travail des femmes, c'est de les ouvrir, de les nettoyer et de les préparer pour le séchage. Et en général, le goulot d'étranglement de la production, c'est la quantité de saumon que les femmes peuvent faire en une journée. Elles y travaillent très fort. Et dans le temps, quand il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait pas de magasin, on ne pouvait compter que sur le saumon séché, les viandes séchées pour l'hiver, hein, enfin, en bonne partie. Donc là, elles travaillaient des heures et des heures. Il y a eu des visiteurs qui sont venus dans les années 1900 et qui décrivaient le travail que faisaient les femmes. Mais c'était vraiment une production limitée par le nombre de femmes qui étaient disponibles. Parce que c'est assez délicat, c'est pas un truc qu'on peut improviser, ça prend un apprentissage. Fait assez jeune, quand les jeunes filles ont peut-être 12-13 ans, et après ça, ça va très vite. Une femme de 50 ans fait un saumon en 10 minutes à peu près, alors que quand moi j'en fais un, ça me prend une demi-heure. Et j'en ai fait quelques-uns quand même. Mais c'est bon, en gros, ça a été ça. Ça a été de retrouver des gens qui étaient un peu comme de ma classe sociale. Pas de snobisme, pas de comment je parle, de faire attention, ouais, c'était familial, comme ma propre famille. Et ça, j'ai bien aimé.